Anne Désine, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste et politologue et spécialiste des États-Unis. L'Amérique s'apprête à dire au revoir à Barack Obama, qui a servi 8 ans à la Maison-Blanche. Est-ce qu'il aura été un grand président, d'après vous? Je pense qu'on lui reproche beaucoup de choses et ce qui me frappe, c'est qu'il a quand même réussi beaucoup de choses, tant au plan international qu'au plan interne. Au plan interne, il a fait voter cette fameuse loi sur la santé, mais il a aussi fait voter une loi sur la régulation des banques, la fameuse Dodd-Frank, ce qui, dans le système politique américain, est une réussite fantastique. Et surtout, il a redressé le pays. Et on oublie dans quel état était le pays, avec deux guerres, la crise totale financière, l'industrie automobile exsangue, on oublie ça. Donc ce qui me frappe dans ce bilan, c'est en fait l'incapacité de la communication présidentielle à faire passer ce message positif. On peut quand même dire que c'est un président qui ne repart pas avec un boulet énorme à son actif, comme par exemple Nixon et le Watergate, bien entendu, mais il y avait aussi Bill Clinton et l'affaire Lewinsky, mais il y avait aussi l'invasion irakienne de Bush. Oui, il n'a Reagan, pas de casserole, on va dire. Oui, et l'Iran-Contra et beaucoup de... Ah non, mais c'est un homme d'une intelligence fabuleuse et d'une dignité. Ce qu'on va regretter, même avec Hillary Clinton, c'est l'élégance, tant intellectuelle que physique que morale, du couple Obama. Ils n'ont aucun scandale attaché à leur basque. Et ça, c'est effectivement fabuleux. On dit qu'il n'a pas... vous dites qu'il a un bilan plutôt positif. Est-ce qu'on peut dire quand même que l'Obamacare, c'est à la fois à mettre à son crédit, mais c'est peut-être aussi le caillou dans sa chaussure? Regardez ce que disait Bill Clinton il y a quelques jours sur l'Obamacare. So you've got this crazy system where all of a sudden 25 million more people have health care, and then the people are out there busting it sometimes 60 hours a week, wind up with their premiums doubled and their coverage cut in half. It's the craziest thing in the world. Voilà comment l'ancien président démocrate parle de la réforme phare de Barack Obama. Ça confirme simplement l'idée qu'il faut se méfier de Bill Clinton. C'est devenu un électron libre. Et quand on me pose la question, va-t-il jouer un rôle dans l'administration Hillary Clinton, j'espère que non. Moins il est visible dans la campagne, mieux c'est, sauf pour collecter de l'argent. Là, il est fabuleux, parce que c'est une semi-gaffe, mais ce n'est pas la première et ce ne sera peut-être pas la dernière. Bon, cela étant, c'est vrai que le système n'est pas parfait, mais il y a quand même 20 millions de personnes en plus qui sont assurées. Et on savait que tout ne serait pas parfait du jour au lendemain. On parle quand même beaucoup d'Obamacare parce que la santé est une des préoccupations majeures des Américains. Ce qui nous peut-être ne dit rien parce que pour nous, ce n'est pas encore une préoccupation majeure, mais aux États-Unis, c'est le cas. Regardez ce sondage qui date du 18 octobre 2016. Les préoccupations principales, l'économie à 19%, le terrorisme à 18%, mais c'est la santé qui vient après. Ah mais c'est pas étonnant, il suffit d'habiter aux États-Unis pour voir quel est le problème. Ou même, moi je me suis longtemps occupée d'échanges entre la France et les États-Unis. Et mes étudiants qui partaient étudier, je les obligeais à prendre une assurance maladie. On peut être ruiné par une appendicite ou par un accident. Et aux États-Unis, avant la réforme Obama, si vous aviez ce qu'on appelait pre-existing condition, c'est-à-dire une maladie qui pouvait être chronique, qui pouvait être le diabète, qui pouvait être quoi que ce soit, avant de vouloir vous assurer, vous ne trouviez pas de compagnie d'assurance. Donc un atout fantastique de cette réforme, c'est au moins que les personnes malades puissent se faire assurer. On va parler encore un peu plus de cet Obamacare parce qu'il révèle aussi quelque chose sur la spécificité du système politique américain qui donne une place incroyable au Congrès. Barack Obama a lutté des semaines et des mois pour faire passer cette loi parce que c'est le Congrès qui est tout puissant aux États-Unis. Oui, le président américain, contrairement à ce que certains pensent, n'est pas tout puissant, ça c'est petit a, et il est moins puissant, de loin, que le président français. Pourquoi? Parce que la Constitution divise très clairement les pouvoirs. Le président, c'est le commandant en chef et le chef de l'exécutif, et le Congrès vote la loi et vote le budget. Donc, si le président ne parvient pas à trouver une majorité au Congrès, il ne peut rien faire. Il n'y a pas de 49.3, d'ordonnance, de référendum, il n'y a pas de ça. Il n'y a rien du tout. Et en plus, il n'y a pas de discipline de parti. C'est-à-dire que, alors qu'au début, il avait une majorité de démocrates au Congrès, on aurait pu penser que ce serait facile, sauf que cette réforme ne plaisait pas dans certains États et donc même les élus démocrates ne voulaient pas voter avec le président démocrate. Donc il a dû vraiment aller à la quête aux voix, une par une, en promettant des petits cadeaux. Et donc en renforçant ce fameux système du Washington as usual. Barack Obama, reparlons un peu de son bilan, il laisse une Amérique quand même qui a été prise d'un engouement particulier pour Donald Trump, mais aussi pour Bernie Sanders, qu'on a peut-être un peu oublié, des candidats qui étaient contre l'establishment. Écoutons Bernie Sanders pendant sa campagne en septembre 2015.
And the American people don't want more establishment politics or establishment economics. Et Donald Trump peut dire exactement la même chose. Et il le dit d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, de l'Amérique ? Pas seulement de l'Amérique, c'est une crise des élites et c'est une crise de la démocratie représentative que l'on a tant aux États-Unis qu'en Europe et en France. Pourquoi nous avons le Brexit en Grande-Bretagne, pourquoi nous avons Marine Le Pen en France, c'est un petit peu similaire. Alors, simplement aux États-Unis, bon, il y a deux côtés peut-être qu'on pourrait considérer de la même pièce. Il y a le populisme, je n'aime pas utiliser ce mot pour Trump parce que ce n'est pas du populisme, mais en tout cas le populisme de gauche de Bernie Sanders, qui partent d'une colère, mais d'une colère très forte, d'une partie importante de la population qui ne profite pas de la reprise. Et puis surtout, il y a tout le jeu sur les statistiques. Bien sûr, sur le papier, la reprise semble bien. On a un taux de chômage qui devrait nous faire envie, 5%, etc. Simplement, il faut voir les emplois qui ont été créés. C'est essentiellement du McDonald's, c'est du temps partiel, et justement sans couverture maladie. C'est-à-dire que la couverture maladie, ça vient avec le job, si c'est un vrai job, l'équivalent de nos contrats à durée indéterminée, mais pas avec le temps partiel. Pour revenir à ces phénomènes Trump-Sanders, on a quand même l'impression d'avoir découvert une autre Amérique pendant cette élection, une Amérique qui ne croit plus forcément au rêve américain, qui est un peu comme en Europe parfois, a des soucis d'identité, a des soucis d'intégration de l'immigration par exemple. On ne s'attendait pas à voir cette Amérique-là peut-être aussitôt ? Oui, quand on va là-bas, on sait qu'elle existe. À San Francisco, il y a les gens qui ne peuvent pas bénéficier d'une couverture médicale, qui devraient être dans un hôpital psychiatrique et qui errent dans la rue. Donc on sait qu'il y a des problèmes. Donc ce n'est pas vraiment une surprise. Là, les deux populations qui ont suivi d'un côté Trump, de l'autre côté Bernie Sanders, sont bien différentes. Bernie Sanders, vous vous rappelez, il a surtout attiré les jeunes. Pour une raison simple, c'est qu'une des bulles que l'on a actuellement aux États-Unis et qui risque d'éclater, c'est la bulle des emprunts étudiants. Les étudiants se sont endettés considérablement, 80 000 $, 100 000 $ pour pouvoir payer leurs études. Et à cause de la crise, ils n'ont pas trouvé les emplois rémunérateurs qui leur permettent de rembourser ces emprunts. Et donc Bernie Sanders a dit, mais de toute façon, dans les autres démocraties, en Europe, les études supérieures, ce n'est pas si cher que ça. Donc je propose que l'on aille dans cette direction. Et c'est ce qui a beaucoup plu aux jeunes éduqués, qui étaient déjà peut-être en undergrad, en premières années d'université. Et chez Trump, qu'est-ce qui a plu à ce Chez point ? Trump, alors, on a tendance à dire c'est deux types de craintes, une crainte économique, une crainte identitaire. Mais en fait, quand on regarde qui assiste au meeting de Trump, on se rend compte que ce sont des gens de 55-60 ans plutôt à l'abri du besoin. Ce ne sont pas eux qui ont des problèmes d'emploi, etc. Il y a finalement assez peu de chômeurs chez Trump. Et c'est ça qui est incroyable, parce que toute sa rhétorique, c'est « je m'adresse à vous », etc. En revanche, cette classe blanche, parce que regardez les meetings, il n'y a pratiquement que des blancs, de 50-60 ans, sont terrifiés par l'évolution de la société américaine, par le fait qu'elle devient multiculturelle et qu'en 2050, les Blancs seront une minorité. Et c'est cela qu'ils ont... La théorie du grand remplacement qu'on a aussi en Europe. Voilà, exactement. Et donc, en fait, l'élection d'un président noir... Alors, il y a une thèse très intéressante de quelqu'un qui s'appelle Malcolm Gladwell qui considère que quand il y a un progrès considérable, comme l'élection d'un premier président noir, ou peut-être bientôt l'élection d'une première femme présidente, il y a un backlash terrible. C'est-à-dire qu'une partie des élites, ou peut-être de la population, dit « vous voyez comme on est égalitaire, etc. » On a élu un président noir. Mais en dessous, il y a des manœuvres terribles pour être encore plus discriminant que l'on était avant. Et on peut craindre pour Hillary Clinton, donc on aura une première femme présidente, mais peut-être il n'y en aura pas d'autres pendant 20, 25, 30, et peut-être ça aura un effet négatif pour les femmes en politique, on ne sait pas. Donald Trump, qui va peut-être, probablement, perdre cette élection le 8 novembre, oui. Vous diriez qu'il lui a manqué quoi pour gagner ? Même si que vous ayez envie ou pas qu'il soit président, qu'est-ce qui lui a manqué pour fort heureusement, gagner. Puisque je ne souhaite pas qu'il soit élu, il lui a manqué la discipline. Parce que ce qui est terrifiant dans cette élection, c'est de voir l'appétit des troupes de Trump pour un autocrate. Parce que c'est ce qu'il est. En fait, alors que le régime politique américain a été construit sur la séparation des pouvoirs et les checks and balances, les freins contrepoids, c'est pour ça qu'il y a le président, le Congrès, la Cour, etc. Trump est là. Il ne propose aucune solution, il dit « je vais m'en occuper, n'ayez pas peur, je vais trouver la solution, je vais faire ». C'est-à-dire on est un pouvoir
centralisé, monarchique et autoritaire, puisqu'il dit à Clinton, si je suis président, vous finirez en prison. On peut regarder une citation de Tocqueville qui date évidemment du 19e siècle. Il n'y a en général que les conceptions simples qui s'emparent de l'esprit du peuple. Une idée fausse mais claire et précise aura toujours plus de puissance dans le monde qu'une idée vraie mais complexe. Si on en croit Tocqueville, Donald Trump, même s'il perd, a un grand avenir politique. Je pense qu'il va créer une station de télévision. Il faudra voir qui résiste de sa nouvelle station ou de Fox News. Mais effectivement, il a émis alors ce qu'on appelait avant des allégations mensongères, des contre-vérités. Enfin, ce sont des mensonges et finalement les médias américains se sont décidés à les appeler des mensonges car ce sont des mensonges et sans qu'il n'y ait de conséquences. Mais ce qui est frappant dans la campagne de Trump, c'est que donc il a attaqué les handicapés, les prisonniers de guerre, John McCain, les femmes, les immigrants, tout le monde. Un seul dérapage de ce type aurait coûté la campagne à n'importe quel autre candidat, mais pas à lui. Et c'est quand même curieux comme démarche de se dire qu'après une élection perdue, on va quand même rentrer dans l'opposition, mais en créant un média et pas un parti politique. Est-ce que c'est une nouvelle manière de faire de la politique ou est-ce que simplement ça va être un nouveau business pour lui ? Oui, mais moi je ne suis pas sûre qu'il avait vraiment envie d'être président. Il avait envie de se baigner dans les foules, dans cette adoration. C'est quand même un égocentrique, un narcissiste extrêmement déséquilibré, avec une grande insécurité. Sa femme dit « Oh, c'est ça, les hommes, ce sont des petits-enfants, ils ont besoin d'être réconfortés. » Bon, voilà. Hillary Clinton, durant le débat, a dit « Ah oui, vous vous sentez plus fort quand vous écrasez, vous humiliez les femmes. » Et c'est quand même un petit peu tout ça. Là, il commence à se rendre compte que c'est compliqué, il faut apprendre des statistiques, des noms de chefs d'État, il faut comprendre comment ça marche, etc. Et on peut penser que s'il avait été élu, il aurait sans doute délégué beaucoup de choses à Mike Pence. Est-ce que ça aurait été mieux ou pire? Je ne sais pas. Du côté de Bernie Sanders, alors il n'y aura peut-être pas un parti politique, mais il est clair qu'il n'a pas l'intention de laisser retomber cet enthousiasme et cette mobilisation des jeunes. C'est plus un homme politique, lui, pour le coup. Oui, ne serait-ce que pour peser sur le Congrès, parce qu'il ne faut pas oublier, il est sénateur. La présidente Hillary Clinton aura besoin du Congrès et aura besoin du Sénat. Donc là, il peut. Et puis, il est très clair, enfin, il est possible que les démocrates importants vont se trouver, puisque le Sénat, si le Sénat devient de nouveau démocrate, ils ont la tête des commissions. Donc, commission affaires étrangères, commission du budget. Et donc là, ils auront un rôle important à jouer. Comment va faire Hillary Clinton pour apaiser cette société, sachant que déjà sa cote de popularité n'est pas au plus haut et qu'en plus, elle sera probablement élue sur un rejet de l'autre candidat plus que sur une adhésion sur son programme. Et ça, c'est toujours compliqué ensuite de gouverner quand ça se passe comme ça. Oui, il n'est pas sûr qu'elle ait un mandat considérable. Mais là, ce qu'elle a fait au troisième débat, c'est justement, elle a cherché à achever Trump, c'est-à-dire que et à faire passer ses affaires. Elle a quand même réussi à discuter au fond, à proposer son programme sur les infrastructures, sur ce qu'elle ferait en politique étrangère. Quand bien même le vote sera aussi sur une volonté d'absolument pas avoir Donald Trump comme président. On ne sent pas un engouement pour Hillary Clinton. Non, c'est vrai, mais bon, les femmes ont été tellement choquées par ce qui s'est passé depuis 15 jours que, vous vous rappelez, elle avait le soutien des femmes d'un certain âge, disons, mais absolument pas les femmes d'une trentaine d'années. Et là, les jeunes se sont rendus compte que finalement, il y avait encore beaucoup de machisme, beaucoup de sexisme, et que c'était peut-être important qu'il y ait enfin une première femme qui soit présidente. Mais non, ça va être très très difficile pour elle. Pour le moment, on n'a pas tous les éléments. Tout va dépendre de la détérioration du tissu social. Si Trump continue, ça risque d'être assez dangereux, mais d'autre part, peut-être que cela conférera un mandat plus important à Hillary Clinton. De même, si les démocrates réussissent à prendre le Sénat, ça, je fais un fort pari là-dessus, mais aussi la Chambre des représentants, ce qui était absolument impossible il y a 6 mois, il y a même encore 3 mois. Mais là, compte tenu du rejet que suscite Trump, il est très possible qu'un certain nombre de républicains aient des problèmes et que des démocrates soient élus. Donc là, à la limite, mandat ou pas mandat, si elle se dépêche, elle peut faire passer un certain nombre de réformes, et peut-être une réforme de l'immigration, par exemple, ce qui redonnerait peut-être confiance au pays, et de toute façon, ça sera une présidence très, très difficile, et je ne suis pas sûre qu'elle pourra faire grand-chose. Merci beaucoup, Anne Désine, d'avoir accepté notre invitation.